Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Est-ce que la criminalité chez les jeunes est devenue un véritable fléau en France? En tout cas, il y a de plus en plus d'événements violents qui font les manchettes. Ça devient aussi un enjeu politique alors que le président Macron et le premier ministre Attal veulent agir. On en parle avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Oh! Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Et ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on regarde le portrait de la situation, c'est que les criminels sont de plus en plus jeunes aussi. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Il faut faire attention. C'est souvent des cycles médiatiques, donc Ouais. je fais gaffe avant de prononcer un verdict définitif. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en France, aux États-Unis aussi, puis ça arrive aussi à l'occasion au Canada, on constate qu'il y a une délinquance juvénile, souvent associée à des actes de violence auxquels on n'est pas nécessairement habitué. C'est de plus en plus banal aux États-Unis, c'est de plus en plus rapporté en France. Je te donnerai quelques exemples. La question, c'est toujours, est-ce qu'un fait divers devient un fait de société? Est-ce que de nombreux faits divers finissent par devenir des faits de société? Il faut voir aussi que dans le temps, il y a des oscillations. Au début des années 90, on parlait beaucoup de cette violence juvénile, du côté sordide de cette violence juvénile. Je te rappellerai d'ailleurs que Mme Clinton, en 1996, 2 ans après que son mari ait fait voter des lois très contraignantes, justement pour s'attaquer à cette criminalité, tous azimuts, mais aussi particulièrement à l'endroit des jeunes qui participaient à des gangs, avait parlé des super prédateurs. Ça l'a d'ailleurs hanté lors de sa campagne de 2016 parce qu'on soupçonnait qu'elle parlait d'Afro-Américains. Elle a toujours nié que c'était de ça qu'il s'agissait, que c'était d'eux qu'elle parlait précisément. Mais elle parlait de super prédateurs, donc de ces jeunes personnes faisant partie de gangs criminalisés aux États-Unis et qui, souvent, dans certains quartiers, se comportaient comme les rois et les maîtres des environs. Et je dis ça revient parce que à la faveur de ce que nous connaissons depuis 4 ou 5 ans, il y a eu une flambée, diront certains, de la violence, d'autres diront qu'il y a eu une augmentation. Le choix des qualificatifs en général aussi donne une idée du camp politique dans lequel on loge, comme tu le sais. Mais c'est vrai qu'après COVID, et avec particulièrement aux États-Unis le mouvement de définancement de la police, il y a eu une augmentation assez marquée de la criminalité qu'on peut encore voir dans plusieurs grandes villes américaines, quoique le sommet a peut-être été atteint en 2023. On voit qu'il y a tranquillement une décélération de cette violence. À Montréal, on a constaté des phénomènes à peu près pareils. C'est souvent corrélé en Amérique du Nord. C'est pas qu'une seule ville, quoiqu'il y a des endroits où les manifestations de cette violence sont plus marquées. Moi, je pense entre autres à ce qui s'est passé en Californie, sur la côte ouest américaine, Portland, mais aussi San Francisco, où il y a eu vraiment des dérapages très importants. Mais Chicago est probablement le pire des exemples, où la violence armée est, dans le cas précis de cette ville, en explosion, sans jeu de mots. C'est très, très, très inquiétant. On parle de la France parce que j'y suis évidemment, parce que, comme je te le disais, il y a des faits divers qui marquent davantage l'actualité. Ce matin, c'était justement des jeunes personnes dans le hall d'entrée d'un édifice qui ont menacé de mort et qui sont presque passés aux actes à l'endroit d'une personne de 73 ans qui demandait simplement au kid, est-ce que ça serait possible de faire un peu moins de bruit et d'arrêter de fumer dans le hall d'entrée? Ça a dégénéré et effectivement, sa vie a été mise en danger. Dans ce genre d'anecdote, il y en a à répétition dans l'actualité. Je vois ton expression, c'est Ça toujours m'exaspère. déroutant. Oui, ça m'exaspère. Ça m'exaspère Des aussi, situations comme ça. évidemment. Et on associe aussi, évidemment, cette délinquance juvénile, enfin, je dis on associe. Je pense que c'est jamais officiellement fait, mais on peut dans notre tête voir aussi les images des enfants soldats, c'est-à-dire de ces enfants qui sont à la frontière du jugement qui permet de faire la part entre le bien et le mal et qui ont été souvent pris en flagrant délit parce qu'enrôlés très jeunes dans la commission d'actes de violence très, très graves. Puis aujourd'hui, évidemment, on associe cette délinquance juvénile à de l'hyperviolence. Et en France comme ailleurs dans le monde, il y a aussi des lois qui protègent les jeunes, on peut le comprendre. Par exemple, on n'est pas responsable criminellement quand on a 13 ans et moins, ce qui fait que souvent, cette jeunesse est instrumentalisée par les gangs criminalisés qui sont dans la vente de drogue. J'en ai souvent parlé dans nos échanges.
en France, il y a des parties du territoire où la République n'a plus vraiment contrôle et où la loi ou l'organisation de la vie est pour beaucoup structurée par des bandes criminalisées. Et les jeunes de moins de 13 ans ont leur rôle à jouer, sachant justement qu'ils sont criminellement irresponsables. Donc, s'ils sont arrêtés en possession de drogue parce que c'est eux qui la déplacent, ben la police pourra rien faire avec eux. Alors, est-ce que c'est la majorité des jeunes? Évidemment pas, mais c'est un phénomène qui inquiète. Et là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les autorités françaises, tu parlais tout à l'heure de Gabriel Attal, mais aussi de M. Macron, c'était vrai après les émeutes de juin dernier en France, qui ont fait la manchette, puis on peut le comprendre, parce que c'est affolant. En quelques instants, c'est des quartiers, des villes qui s'embrasent, et c'est souvent le fait de jeunes. Je le répète, parce qu'il faut pas faire de généralité, c'est pas tous les jeunes, c'est pas un fléau, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus observé, et la classe politique a décidé qu'il était temps de revenir à un discours de fermeté, d'autorité qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Et il y a des manifestations concrètes de ce discours d'autorité qui ben, occupent les conversations. Je sais pas si toi, tu as surveillé ça à distance, mais on parle, par exemple, de couvre-feu. Enfin, on ne parle pas de Oh. couvre-feu. On met en place des couvre-feux. Alors, deux Dans exemples des quartiers dans l'actualité spécifiques? aujourd'hui. Alors, c'est à géométrie variable. Dans OK. l'application, dans ceux qui demandent les couvre-feux, d'abord, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe, pardon. On n'est pas très, très loin de chez nous parce qu'il y a beaucoup de vacanciers qui vont en Guadeloupe ou en Martinique. Pointe-à-Pitre, où il y a un délitement remarqué de l'autorité, une criminalité qui est en augmentation, qui est souvent le fait de jeunes personnes. En fait, 38% des délits étaient le fait de personnes qui sont mineures. Et le maire, depuis longtemps, à Pointe-à-Pitre, dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui a imposé un couvre-feu chez tous les mineurs de 8 heures à 5 heures du matin pour un mois et renouvelable pour essayer de voir l'impact que ça aura. Parallèlement, ici en France, à Béziers, quelqu'un que tu connais peut-être parce que je l'ai reçu à contact il n'y a pas très longtemps, le maire de Béziers, Mhm. qui a décidé, lui, hier, d'imposer un couvre-feu aux jeunes de 13 ans et moins, de 23 heures à 5 heures le matin, de 23 heures, dans certains quartiers. Tu dis, est-ce que ça s'applique partout? Donc, c'est centre-ville et deux quartiers plus chauds où, pour tenter de contrôler les affaires. On impose ce couvre-feu pour l'été, pour l'instant. Il l'avait déjà fait, Robert Bédard, quand il avait été élu une première fois en 2014, puis ça avait été, comme on dit ici, retoqué par le Conseil d'État, c'est-à-dire révoqué par le Conseil d'État qui avait dit ça contrevient à certaines lois et certains droits fondamentaux plutôt, et il avait été obligé donc d'arrêter d'imposer ce couvre-feu. Et là, ils ont recommencé justement disant ben ces jeunes personnes de 13 ans et moins qui sont criminellement irresponsables, on doit prendre des mesures pour les protéger d'elles-mêmes d'une certaine façon. Évidemment, c'est discriminatoire parce que tous les jeunes de 13 ans et moins sont pas pour autant des criminels, n'ont pas tendance à l'être. Alors, est-ce qu'ils devraient avoir le droit de sortir après minuit? Ben, théoriquement, oui, ils devraient avoir le droit. À Béziers, c'est maintenant interdit. Robert Ménard a décidé de changer la donne. Comme le maire de Nice, et là on parle d'une ville conséquente, M. Estrosi, propose de le refaire parce qu'il avait aussi imposé un couvre-feu aux mineurs jusqu'à la crise de la COVID. Mais politiquement, Stéphane, comment tu expliques un peu ce changement de ton? On voit aussi ce que Macron, ce que Attal veulent faire en ce qui concerne les mesures là, sur les heures d'ouverture des collèges. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec, par exemple, je sais pas moi, certaines idées de droite qui sont un peu plus en vogue actuellement, même dans les sondages, dans les intentions de vote? Ben, je pense que tu as parfaitement raison. C'est pas des vases clos. La politique en France a un effet sur le discours de ceux qui sont au pouvoir. Quand je dis la politique, je parle des idées politiques qui infusent tranquillement. Et en ce moment, on le comprend, c'est peut-être celle du Rassemblement national, anciennement le Front national,
qui infuse davantage en raison de ce que le jeune leader pour les élections européennes, Jordan Bardella, dont on a déjà parlé, caracole en tête dans tous les sondages. C'est une avance qui paraît insurmontable à la liste électorale du président Macron, par exemple. Bardella est à 30, 31, 32%. Il faut voir que c'est un paysage politique où il y a plusieurs partis. C'est pas 2 ou 3 partis qui se disputent l'assiette des électeurs. C'est une dizaine de grandes formations politiques et Bardella, à lui seul, a 32% d'appui, le tiers des Français, avec les idées du Rassemblement national qui finissent par avoir un impact. Tu le disais tout à l'heure, Monsieur Attal qui a relancé l'idée du service de garde pour les plus grands, parce que c'est de ça exactement dont il s'agit. Et ça fait sens. C'est de dire les collèges, les lycées, chez nous, ça pourrait être les écoles secondaires et peut-être, j'allais dire même les cégeps, pas vraiment, quoique on peut avoir 16 ans au cégep, mais les secondaires, les écoles secondaires, les écoles primaires seraient ouvertes de 8 heures le matin pour un accueil tôt et offrir même le petit déjeuner jusqu'à 18 heures pour faire l'aide aux devoirs, pour faire du sport, pour encadrer, faire en sorte que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes. Au même titre que M. Attal dit, il faut revaloriser les internats. Il y a des places disponibles dans les internats. Donc, pour les jeunes qui sont à risque, dont les familles sont peut-être pas suffisamment là pour les structurer, est-ce qu'il serait préférable de les envoyer dans un internat? Alors, on parle pas de l'école de réforme, mais on parle de retirer de leur environnement, de leur écosystème, des jeunes qui seraient plus fragiles ou à risque. Quand je disais tout à l'heure, c'est le retour de l'autorité. C'est parce qu'il y a aussi une autorité dans les familles qui ne s'exercent pas. Ça a été discuté partout, évidemment, et à répétition, des parents déportés, c'est un beau lapsus, débordés et des fois aussi déportés par leurs enfants, des mères monoparentales avec 2, 3, 4 enfants. Est-ce qu'il est possible d'avoir de la discipline? Est-ce qu'il est possible de les surveiller? Est-ce qu'il est possible de les encadrer quand on doit gagner ce qui permettra de les nourrir plus tard à la fin de la journée? Alors, l'école peut devenir une alternative, un endroit où, je disais à la blague, un service de garde, on peut les avoir davantage à l'œil. Et pour l'instant, ce sont des zones ciblées, des quartiers plus chauds où le ministère de l'Éducation dit on devrait faire en sorte d'accueillir plus tôt et de les garder plus tard. Ça aurait peut-être vocation étendue à l'ensemble des écoles de France. C'est une idée qui circule pour l'instant et qui témoigne, comme tu le disais, de ce que le gouvernement a sur sa droite des adversaires dont le discours est de plus en plus valorisé, sinon même adopté, parce que c'est ce que dit aujourd'hui Jordan Bardella. Comment se fait-il qu'en matière d'immigration, en matière de sécurité dans nos écoles et ailleurs, le gouvernement de M. Attal reprenne nos idées? Est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre le fait qu'on est en tête dans les sondages et que par hasard, notre discours politique est repris? À cette hypothèse, le maire de Nice, M. Estrosi, qui est pas du Rassemblement national, disait un instant, il faut faire attention, les idées sont en libre circulation. Moi, il y a 15 ans déjà, je disais, il faut imposer chez nous un couvre-feu aux jeunes. Je suis pas du Front national, du Rassemblement national. Donc, ces idées-là circulent. Mais il est évident qu'en ce moment, en France, il y a une tendance lourde, autoritaire, et que ça ne peut pas être découplé d'aucune façon des succès du Rassemblement national et de son jeune leader, 28 ans, Jordan Bardella, qui remporte un succès colossal et que la France, pour une bonne partie, semble approuver. C'est-à-dire que la conversation qu'on vient d'avoir est aussi la conversation que les Français, pour l'essentiel, ont entre eux sur la question de l'autorité, de la responsabilité des parents, parce que c'est aussi de ça dont il est de plus en plus question. Si ta fille ou ton fils de 14 ou 15 ans fait des conneries, alors c'est un mineur, mais être mineur, c'est aussi le fait de ce qu'on a autour de nous, des parents qui sont responsables à notre place. Alors, quelle est leur responsabilité? C'est un bon point que tu soulignes, Stéphane. Puis il y a un parallèle à faire aussi avec la réalité qu'on vit ici à Montréal. Tu nous décrivais la réalité française, mais tu as certainement vu dans les manchettes, il y a quelques semaines à peine, de 2 adolescents puis qui en ont péri par leur vie en bout de ligne, virés meurtrières à haute vitesse à bord d'un véhicule, avaient même ouvert le feu là, sur des kidams au petit matin. Ils en ont perdu de leur vie, ils sont morts. Il y a tout le fléau des vols de véhicules. Les jeunes qui sont arrêtés puis impliqués là-dedans sont de plus en plus jeunes et ils ont plus peur des policiers.
Refuse d'obtempérer? Une totale désensibilisation. Complètement. Alors, on pourra montrer du doigt toutes sortes de choses, dire est-ce que c'est l'abondance des stimulations via les multiples plateformes qu'on fréquente, est-ce que c'est les jeux vidéo, est-ce que c'est l'absence justement de structure familiale, mais c'est vrai, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'image des enfants soldats qui nous renvoyait à quelque chose d'horrible, effectivement, être équipé d'une mitraillette à 13 ou 14 ans avec le jugement d'une personne de 13 ou 14 ans pour qui la vie peut-être est une affaire ordinaire. C'est évident, plus on gagne en expérience, moins on est tenté de tuer quelqu'un. Cette image n'est pas la bonne. Je pense pas que la délinquance dont on parle est le fait de ce qui pourrait ressembler à des enfants soldats dans des situations de conflit, mais c'est les mêmes enjeux sur le jugement et la désensibilisation. Si on banalise la violence, ben évidemment, il y a de sérieux risques, surtout à ces âges-là. Oui, puis j'entendais les commentaires, parce qu'on peut pas toujours non plus... C'est pas toujours de la faute de la police. J'entendais les commentaires là, d'un proche, justement, qui avait été impliqué dans une histoire là, de vol de véhicule, aurait foncé sur les policiers avec le véhicule. Les policiers ont répliqué, ont ouvert le feu. L'individu a été atteint, est à l'hôpital. Et là, la famille sort publiquement en montrant du doigt les policiers. Oui. Foncez-tu avec un véhicule? Évidemment, c'est une arme, un véhicule. C'est pour ça que, en général, Oui, on moi. dit que pour avoir un permis de conduire, il faut avoir 16 ans Hmm. et qu'à certains égards, on a déjà posé même l'hypothèse de ce qu'il fallait repousser l'âge légal pour conduire parce que ça peut devenir une arme redoutable, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, Oui. juste en perdant le contrôle, ça devient quelque chose de très dangereux, un véhicule. Oui, et la question se pose aussi en France pour les policiers. À chaque fois qu'ils interviennent dans des quartiers chauds, c'est pas une licence non plus à donner à la police, mais à chaque fois qu'ils interviennent et que ça dérape, ils se retrouvent montrés du doigt. Et il faut pas oublier que la pratique de leur métier n'est pas simple, n'est pas de tout repos, et que leur vie, tous les jours, sont en jeu. Quand on rentre au travail, toi et moi, on se pose pas la question de ce que quelque chose pourrait mettre notre vie en danger. Ben, quoi Tout est qu'ici, évidemment peut-être, possible. Stéphane. Dans le quartier ici, je te J'allais te dirais que dire que dans ton cas, je regarde au-dessus de mon compte tenu épaule. de là où tu loges le matin en arrivant à 5h30, c'est un peu plus chaud. Mais c'était pas ton job qui te Non, met non, en ben non. danger directement. Alors que quand tu es policier, évidemment, ça fait partie du deal. Et ici, puis c'est vrai aussi partout en Amérique, mais ici en France maintenant, je pense que le travail de policier, je pense pas, je suis certain, il est difficile et il est risqué. Et tu as raison, souvent, quand ça dérape, ils sont immédiatement montrés du doigt, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des comportements policiers problématiques. Mais fondamentalement, à partir du moment où on choisit d'avoir des policiers, on veut aussi avoir un peu confiance et leur donner le bénéfice du doute. Un mot, Stéphane, sur cette aide de Washington. Bon, qui est la part du lion va à l'Ukraine, mais il y a quand même quelques milliards pour Taïwan et 26 milliards pour Israël. Qu'est-ce que ça te dit sur la relation entre Washington et Jérusalem? Ben, rapidement, parce qu'effectivement, hier, on a fait la part belle à l'argent qui sera envoyé vers l'Ukraine. Pour des raisons évidentes, Oui. l'armée ukrainienne est en difficulté dans les câbles, alors que les Russes sont à l'offensive. D'abord, une correction, parce que j'ai fait la même erreur hier soir avec Pierre-Olivier Zappa. 26 milliards, c'est pour Israël et Gaza. C'est 17 milliards d'aides militaires pour Oui. Israël, 9 milliards iront à Gaza. Compte tenu de l'état de la destruction de la bande de Gaza, évidemment, 9 milliards, ça pèse pas lourd, mais c'est certainement mieux que rien. Ce que ça dit pour l'instant, c'est 17 milliards parce que c'est pas une somme mineure. En fait, c'est pas des cacahuètes. 17 milliards, c'est à peu près le budget annuel de la défense en Israël. Ça dit évidemment que les Américains sont toujours des alliés colossaux pour Israël, mais dans le contexte où M. Biden essaie d'être critique, de ramener à l'ordre M. Netanyahou, de lui dire « faites gaffe à ce que vous faites, on vous a à l'œil », l'a plusieurs fois semoncé en lui disant « vous ne pouvez pas traverser ces frontières, ces lignes rouges qu'on vous impose ou qu'on vous suggère ». Ce 17 milliards dit ben, même si on vous moralise, même si on vous dit de faire attention, même si sur Rafah, on vous dit il ne faut pas intervenir pour des raisons humanitaire, ben l'aide militaire va venir. Donc, pour le gouvernement de M. Netanyahou, c'est comme la consécration de ce que le discours des Américains ne pèse pas très, très lourd, puisque à la fin de la journée, pardonne l'anglicisme, l'argent sera toujours au rendez-vous. Le seul moyen
pour les Américains d'avoir un impact sur les politiques israéliennes du gouvernement de M. Netanyahou en ce moment, s'ils voulaient avoir un impact. On pourrait, toi et moi, tirer la conclusion que, dans le fond, ils s'arrangent très, très bien avec ce qui se passe en ce moment. Mais compte tenu de leur discours, s'ils voulaient vraiment aller jusqu'au bout de la logique, ils pourraient à tout le moins menacer le gouvernement de M. Netanyahou de ce que s'ils ne changeaient pas certaines de leurs pratiques, l'aide américaine ne serait pas aussi automatique. Or, aujourd'hui, les conclusions sont tirées. Et si j'étais à la place de M. Netanyahou, je me dirais, il y a vraiment aucun souci. De toute manière, quoi qu'on me dise, même si on me morigène un peu, si on m'engueule un peu, j'ai mon argent pour faire ce que j'ai à faire. Merci beaucoup, Stéphane, pour la discussion. Ciao.